Vous êtes sur RTL. Bonsoir à tous, nous ouvrons ce soir le dossier d'un meurtre non élucidé survenu dans la nuit du 23 mars 2016 dans une maison du petit village de Châteaumeillan, situé entre Châteauroux et Montluçon dans le département du Cher. Cette nuit-là, un ouvrier en retraite, âgé d'une soixantaine d'années, Fernando Mourão, est abattu chez lui de 4 balles, dont 2 en pleine tête. Le pavillon voisin est occupé par un couple ami de la victime, Gilles Tourny, et 67 ans, et sa femme, Simone. Ils se connaissent depuis près de 40 ans. Premier élément étrange de l'affaire, ni Gilles ni Simone n'entendront les coups de feu. Gilles découvre le corps de son ami 2 jours plus tard, le 25 mars. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a tout simplement été appelé par la sœur de la victime, inquiète de ne pas avoir reçu la visite de Fernando pour boire un café comme ils le font tous les matins. Pour les enquêteurs, la scène de crime laisse penser que le meurtrier était très déterminé. Il n'a laissé à la victime aucune chance de s'en sortir. Plusieurs balles avaient en effet été tirées de l'extérieur, mais Fernando a ensuite été achevé à l'intérieur de la maison. Aucune constatation, toutes les pièces étaient... Autre constatation, pardon, toutes les pièces étaient en grand désordre, comme si on avait voulu simuler un cambriolage qui aurait mal tourné, mais rien apparemment n'a été volé. La voiture de la victime, retrouvée dans le garage, ce qui était assez inhabituel, avait été aussi soigneusement nettoyée au point que les enquêteurs n'y ont trouvé aucun indice exploitable, même pas l'ADN du propriétaire. Après la mise en garde à vue de plusieurs suspects ressortis libres, Gilles Tourny sera finalement suspecté à cause de certaines contradictions dans ses déclarations, diront les enquêteurs, et aussi la découverte chez lui d'une arme du même calibre que celui ayant servi au meurtre et qu'on n'a jamais retrouvé. D'ailleurs, l'arme saisie chez lui n'était pas l'arme du crime. Malgré tout, il est incarcéré pendant 4 mois avant d'être remis en liberté, mais mis en examen pour meurtre en février 2017. Il attend maintenant que la justice décide, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, de le renvoyer devant une cour d'assises ou au contraire de le faire bénéficier d'un non-lieu au vu des maigres charges réunies selon lui par les enquêteurs. Dans un instant, nous allons faire le point sur cette enquête controversée et sur cette affaire étrange avec maître Sylvain Cormier, l'avocat de Gilles Tourny, le criminaliste Roger-Marc Moreau et maître Juliette Chapelle, avocate de plusieurs frères et sœurs de la victime, donc partie civile. Ils nous diront tous que, au-delà de l'innocence ou non de Gilles Tourny, ils veulent surtout et avant tout découvrir la vérité. À tout de suite. 11h12. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque soir par Justine Vignot avec Émilien Vinet, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à ce meurtre mystérieux dont je parlais tout à l'heure avec Vincent Parisot, une affaire sans témoins, sans preuves matérielles incontestables, sans arme du crime, et pourtant avec un témoin numéro 1, si j'ose dire, ou un suspect numéro 1, qui par ailleurs est toujours à l'heure actuelle mis en examen pour meurtre dans cette affaire, bien que depuis le début, Gilles Tourny, qui est cet homme, clame évidemment son innocence. Je dis évidemment parce que sinon on ferait pas une émission et il y aurait pas autant de réaction autour de cette enquête que certains jugent. Alors, nous, on n'est pas là pour rendre ni la justice, ni donner des bons points aux uns et aux autres. Mes invités vont le faire pour moi, de toute façon. Et nous allons parler de cette affaire et de l'enquête, évidemment, des charges relevées, des pistes suivies ou non suivies, et puis de l'avenir judiciaire de cette affaire, puisqu'on attend maintenant une décision de la justice. Est-ce que Gilles Tourny, malgré ses dénégations, malgré l'apparente faiblesse des charges retenues contre lui, va être donc renvoyé devant une cour d'assises ou non. On en parle avec son avocat,
D'abord, maître Sylvain Cormier du barreau de Lyon. Vous êtes l'avocat de Gilles Tourny. Sylvain Cormier, qu'est-ce que vous pouvez ajouter au cadre général que j'ai décrit rapidement pour qu'on comprenne bien de quoi il est question? Très rapidement, peut-être une chronologie, parce que vous l'avez rappelé, 2016 le décès, et l'enquête est un peu partie tout azimut. Il y a des suspects qui sont tout de suite identifiés et qu'on ne va pas vraiment rechercher. Et puis l'enquête patine. Ouais. Et elle se tourne vraiment injustement sur Gilles Tourny avec des hypothèses, des scénarios, des choses comme ça, mais pas de charge en tant que telle, de preuves ni d'indices. Ouais. Ben, si vous voulez, on va faire une chose un peu inhabituelle. On va tout de suite entendre un document RTL, puisqu'il s'agit d'un témoignage de Gilles Tourny que nous avions diffusé dans une émission que nous avions faite à sa sortie de prison, mais est-ce qu'il est resté 4 mois en prison. Un homme donc qui clame son innocence, qui ne comprend pas ce qui arrive et qui décrit la manière dont il a vécu le fait d'être brutalement le suspect numéro 1 de toute cette histoire. Écoutez ce témoignage au micro à l'époque du journaliste de l'heure du crime Charles Deluermoz. Je l'ai vu mercredi, le matin, on a bu le café ensemble. Et puis, j'avais besoin de lui un soir, mais pour une affaire de rien du tout. Et puis le jeudi, je l'ai pas vu. Donc du coup, j'ai continué ma journée comme je fais depuis le temps que je suis en retraite. Ça s'est fait avec un autre copain. Et puis point final. Et puis le vendredi matin, c'est là que les 2 sœurs demandent à ce que j'aille voir s'il était là. Et moi, je voyais pas la voiture dans la cour. Bon, j'ai dit, il est parti. Il devait partir pour Paris. Alors, je me suis pas inquiété plus que ça. Puis résultat fait, il n'était pas parti pour Paris, puisque j'ai trouvé, j'ai découvert le corps. On a fait le nécessaire pour appeler. J'ai déjà les gendarmes. Puis après, c'est arrivé. Tout est arrivé à la suite, quoi. J'ai rien compris. Ils sont tombés un beau matin là à 8h et ça sonne. Moi, j'étais toujours au lit avec mon épouse et puis on sait jamais. Ça sonne à la barrière. On va pour ouvrir puis elle me dit c'est les gendarmes. Ouais, mais c'était carrément la grosse armée, vous savez, la tenue de. Comme si j'étais un criminel et puis j'en ai pas. J'oublierai jamais ça. C'est le pire de tout, ça. Quand c'est qu'on vient vous sauter dessus, là, et puis qu'on vous embarque, et avant tout, on fait une perquisition, on fout tout en l'air chez vous, J'avais fait un petit dalle en ciment, c'est ça qui les tracassait le plus, ils l'ont cassé, tout cassé, moi, je comprenais pas du tout, j'ai dit, mais c'est pas possible, ce qu'ils font là, Chercher quoi? Moi, je sais pas. J'ai passé la garde à vue, vous savez, ça a été toute une journée, toute une nuit. Puis le lendemain, on vous fait passer devant le juge, et puis ceci, cela. Et j'ai dit, ce que je viens de vous dire à vous, alors, comment se fait-il que, je ne sais pas, ça serait quelqu'un pour autre chose, on dirait ils m'ont dans le nez, mais je me suis peut-être mal expliqué sur certains trucs, et puis ils y reviennent, c'est tourné autrement, et puis moi j'en avais plus que marre, vous savez. J'ai dit moi ce que je pensais, puis c'est court ce que j'ai dit peut-être. Mais c'est tout ce que je pouvais dire. J'avais pas plus de détails que ça. J'étais sûrement fatigué, j'en avais marre, et puis en plus de ça, mon épouse était d'un côté, je dirais pas bien non plus. Alors, vous savez, je me demandais quand est-ce que ça allait finir, et puis ça l'a fini qu'au bout de la nuit. Puis le lendemain matin, devant le juge, ceci, cela. Alors, je vous garantis que c'est impensable, quoi. Je me suis demandé si c'était pas un cauchemar que je vivais actuellement, parce que ça me hante encore, de toute façon. Sur une audition, il y avait l'avocat, il y avait le procureur, tout. J'ai fait voir mes mains, puis j'ai dit, voilà, j'ai les mains propres, je comprends pas qu'est-ce que je fais là, et puis c'est tout, quoi. Puis maintenant, la seule chose que j'attends, c'est que j'espère qu'ils vont trouver le coupable, le ou les, je sais pas, mais enfin, que moi, de toute façon, je sois libéré de tout ça, parce que c'est un souci, J'ai besoin de mon épouse et puis de mes enfants, parce que j'ai quand même encore 2 enfants là-bas, je peux même pas y parler. J'ai un tout petit bout de bonhomme là qui a 4 ans et demi, il dit, il est où papy? Papy, il est pas là, Et puis alors, il a su quand même que j'étais pour l'instant libéré. Il a dit, ils ont retrouvé la clé pour que papy, il est sorti comme ça, ce petit bout de gamin, puis il me manque, et puis j'en ai 7 des tout petits enfants. Moi, je sais que tant que je serai capable, je vous garantis que je suis innocent, et puis ça, c'est sûr à 100%.
Peut-être que ça se finira bien pour moi. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils trouvent vraiment ceux qui ont fait ça, et puis c'est tout, quoi. Trouver tout mon petit monde. J'ai jamais été capable de menacer quelqu'un et puis de tuer quelqu'un. C'est impensable, ça. Je suis pas fou, je connais les lois, puis en plus, on n'en est pas rendu là, quoi. Quand j'étais gamin, j'ai peut-être dit des mensonges, mais là, je dis la vérité, hein. Ça va se trouver, hein. De toute façon, ça va se trouver un jour, parce que s'ils s'acharnent sur certaines personnes comme ils sont acharnés sur moi, je crois qu'ils trouveront, hein. Je maintiens que je suis innocent, vous savez. Je le dis à beaucoup de gens qui me disent, mais on le sait, mais voilà, faut que la justice se fasse, quoi. Je peux encore vous le dire une fois, même si je vous vois pas, en vous regardant bien dans les yeux. Moi, je suis innocent. C'est pas moi qui a fait ça. J'aurais pas eu le courage ni la force de faire un truc comme ça. C'est inadmissible. J'ai la force de tenir pour l'instant, mais il faudra que ça s'arrête quand même un jour. C'était sur RTL le 26 juin 2017, Gilles Tourny au micro de Charles Deluermoz. Dans un instant, après une pause, nous allons revenir sur l'ensemble de cette affaire. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Renaud.fr 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Les invités de l'heure du crime ce soir pour parler de cette affaire, maître Sylvain Cormier du barreau de Lyon, que vous avez entendu il y a quelques minutes. Et puis ce qui est assez inhabituel, et je salue sa présence dans notre studio, maître Juliette Chapelle. Bonsoir, maître. Bonsoir, Jacques. Du barreau de Paris. Vous êtes l'avocate d'une partie, si j'ose dire, des parties civiles, plusieurs frères et sœurs de Fernando, donc la victime dans cette affaire. C'est pas très habituel d'avoir dans la même émission, sur le même plateau, à la fois une avocate de partie civile et un avocat de la défense. Quel est le sens que vous donnez à votre présence ? En effet, c'est assez peu commun. Le sens de ma présence ici, aux côtés de mon confrère Sylvain Cormier, c'est que mes clients, donc il y a 2 frères et 2 sœurs de la victime, ce qu'ils recherchent, c'est la vérité. Et le fait, ils ont raison de l'estimer, que toutes les pistes n'ont pas été étudiées avec autant de précision et de détails qu'a été étudiée la piste Tourny. Donc ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est que l'enquête, l'instruction continue et qu'on vienne à bout de toutes les pistes. D'accord. Ça veut dire que vous partagez le sentiment exprimé, en tout cas beaucoup par Gilles Tourny et par son avocat, et aussi dans un petit instant par Roger-Marc Moreau qu'on va entendre. Vous partagez ce sentiment que l'enquête n'apporte pas de preuve incontestable de la culpabilité de cet homme pour l'instant, en tout cas. Tout à fait, je partage ce sentiment, mes clients aussi, mais il y a quelque chose que je voudrais souligner parce qu'on l'a assez reproché à mes clients et je voudrais que ce soit clair, ils sont pas pour ou contre Gilles Tourny. Ce qui les intéresse, c'est pas l'innocence de Gilles Tourny, c'est vraiment qu'on trouve le ou les, et le les est important, coupables qui ont tué leur frère. D'accord. Et effectivement, ce serait terrible pour les proches de la victime si, par exemple, on accusait quelqu'un qui serait ensuite acquitté par la justice faute de preuves, par exemple, alors qu'on n'a pas creusé d'autres pistes. Bon, tout à fait. En gros, hein. Bon. Alors, Roger-Marc Moreau, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes criminaliste et on va dire que vous êtes devenu un spécialiste des dysfonctionnements de l'institution judiciaire et vous êtes souvent appelé par des personnes qui se sentent victimes de ces dysfonctionnements. Demain, il va y avoir une conférence de presse tout près d'ailleurs de Châteaumeillan à Saint-Jeanvrin où vous serez en compagnie de maître Cormier et d'autres d'ailleurs. Quel est le but qu'est-ce que vous allez exposer et quel est votre rôle actuellement dans cette affaire ? J'ai été à l'origine saisi par une fille de Gilles Tourny qui m'a appelé un petit peu au secours, qui était désespérée. Toute la famille était désespérée car Gilles Tourny avait été accusé, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas l'ombre d'un élément de preuve, pas un élément matériel, pas de mobile. Il y avait d'autres pistes. Des pistes qui étaient beaucoup plus probantes, mais qui n'étaient pas exploitées. Il faut savoir que la victime avait été menacée par un homme quelque temps avant, et que lui-même se protégeait de cet homme. Il avait mis des balles partout dans chaque pièce, et il avait un fusil en permanence avec lui, parce qu'il craignait une réaction
de cet individu. Un individu connu des services judiciaires et qui a certainement été interrogé quand même. Qui a été interrogé, mais de manière superficielle. Cet homme n'a pas d'alibi. Cet homme, effectivement, un contentieux grave, puisqu'il y avait un procès entre la victime et lui-même. D'accord. Et à partir de là, on se pose des questions. Alors bien évidemment, on n'a pas de preuves non plus contre lui. On ne cherche pas à tout prix à l'accuser. Mais quand même, il y a beaucoup plus d'éléments contre cet homme que contre Gilles Tourny. Or, l'enquête se focalise complètement, s'acharne seulement sur Gilles Tourny, et sans raison. Donc là, vous affrontez frontalement le travail des gendarmes, par exemple. C'est la gendarmerie qui est en charge de cette affaire. Alors, c'est la gendarmerie, mais c'est vrai que normalement, c'est devrait être fait sous le contrôle d'un juge d'instruction. C'est certainement le cas. Oui, c'est certainement le cas, mais en revanche, apparemment, la justice se laisse un petit peu ensorceler. Parce qu'il y a un OPJ qui, ma foi, semble avoir réellement la volonté de porter des accusations contre cet homme, Gilles Tourny. OPJ, c'est officier de police judiciaire. Voilà, un officier de police judiciaire qui montre un certain acharnement contre lui, et un acharnement qui me semble être injustifié. Ouais. Vous savez, après-demain, ça va être l'anniversaire des 5 ans de la double révision de l'affaire Azimani et El Jabri que j'avais traité. 2 hommes ont fait 24 ans de prison alors qu'il n'y avait pas de preuves contre eux. Finalement, ils étaient innocents. Ouais. Et en cette période d'anniversaire, moi, ça me parle énormément. C'est ce qui risque d'arriver à Gilles Tourny si jamais on laisse faire les choses. Alors, Maître Cormier, vous prenez en quelque sorte l'opinion publique à témoin, là. Parce seulement. D'un autre côté, vous attendez une décision très importante pour votre client. Vous allez braquer tout le monde, non ? Oui, mais on n'en est plus là. On s'est retrouvé dans une enquête où, comme l'a très bien expliqué Roger-Marc Moreau, Gilles Tourny était devenu une cible absolument infondée et subissait un acharnement mais qui devenait délirant de l'officier de police judiciaire. Je pèse mes mots. J'ai jamais vu un procès verbal de synthèse comme ça. Il y avait 4-5 pistes énumérées. Comme il n'est pas là pour vous répondre, pour vous donner une idée, un PV de synthèse, 3 lignes sur les autres pistes, et puis 20 pages ou 30 pages. Donc vous contestez ce travail. Oui, on le conteste devant la justice. Devant la justice, on a déposé plainte contre cet enquêteur. Nous avons des raisons de penser qu'il a dépassé la ligne, j'allais dire blanche mais rouge, donnant, semble-t-il, des informations aux uns et aux autres, les prenant à partie. Par aveuglement, donc. Je pense. La certitude que... Il s'est enfermé dans cette certitude et plus rien n'existe à ses yeux. Et c'est très dangereux. Voilà, donc vous voyez là, avec ce qui vient d'être dit, la complexité du dossier. On va faire une pause. Et puis, on va continuer, on va revenir là maintenant, quand même, sur ce faisceau d'éléments qui a conduit quand même une équipe d'enquêteurs, parce qu'il y a un directeur d'enquête, mais enfin, il y a également des tas d'enquêteurs sur le terrain. Comment se fait-il qu'ils aient eu cette quasi-certitude de la culpabilité de Gilles Tourny ? À tout de suite. L'heure du crime. Sur RTL. Mini.fr.
Kennedy, chanteur irlandais qui monte, comme on dit. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. Nous revenons à ce dossier, donc l'affaire Gilles Tourny, avec mes invités, donc maître Sylvain Cormier, son avocat, Roger-Marc Moreau, le criminaliste, qui se joint finalement au combat il y a une association autour de Gilles Tourny pour renforcer son innocence, enfin en tout cas ses déclarations d'innocence, et puis maître Juliette Chapelle, donc qui est à la fois avocate de partie civile, l'a dit, plusieurs frères et sœurs de la victime, mais qui ne sont pas plus convaincus que ça des charges qui pèsent sur cet homme. Mais tout le monde veut la vérité, bien sûr. Alors, moi je vous propose, maître Cormier, on reprend tout à zéro. Quelles sont les relations entre ce couple de voisins, donc Gilles et Simone Tourny, qui, à quelques mètres de la maison d'un ami de 40 ans, sont accusés de l'avoir tué. Enfin, au départ, ils étaient tous les deux accusés. Après, c'est Gilles Tourny qui a été mis en examen. C'est des relations très cordiales. Ils sont des amis très proches, mais les familles se sont croisées. La fille Nelly de Gilles a épousé un Mourao, et donc Fernando pour Gilles c'est plus qu'un ami maintenant. C'est un ami et un membre de la famille. Et un membre de la famille, bien sûr. Ouais. Et c'est en ce sens que c'est un justiciable un peu à part. C'est quelqu'un qui ne veut pas se contenter d'un non-lieu. Il veut savoir qui l'a tué. Il veut. Moi, j'ai un mandat d'aller faire le maximum, en tout cas, pour que la vérité soit connue et qu'on sache vraiment qui a pu commettre ce crime. Alors, on va faire un test. C'est mieux de demander à l'avocate des parties civiles ce qui pèse réellement comme charge contre Gilles Tourny, Juliette Chapelle. Alors, ce qui pèse comme charge contre Gilles Tourny, c'est pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. C'est énormément d'interprétations, en effet, de quelques contradictions, d'un certain nombre de contradictions qu'il a pu avoir quand il a été interrogé une première fois, en garde à vue, et ensuite devant... mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot contradiction, qu'on comprenne ? Par exemple, l'histoire de la dalle, là c'est pas des mots, et il a coulé une dalle en béton le jeudi matin. Comme beaucoup de gens, alors on pense que couler des dalles en béton un matin. Elle a été cassée, elle a été analysée. Voilà, tout a été fait. Il y a strictement, et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va dire quelque chose, les gendarmes vont mener l'enquête pour le coup à fond et dans le détail, comme ils doivent le faire. Donc on les remercie. Enfin, moi, mes clients remercient les gendarmes pour ça. Mais à chaque fois, on va rien trouver. Et le fait qu'on trouve rien, ça va pas changer la donne. On va pas se poser une seule fois la question dans ce dossier. Est-ce qu'on peut pas se tourner vers d'autres pistes qu'on va juste effleurer? D'accord. Alors, on reviendra sur les autres pistes avec vous tout à l'heure, mais Roger-Marc Moreau, vous qui êtes un habitué des contre-enquêtes criminelles, vous avez dû lire avec tous les détails des charges, même s'il faut y mettre des guillemets. Alors, par exemple, les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait il y avait eu des relations d'ordre passionnel entre, d'une part, l'ex-épouse de la victime et Gilles Tourny à une époque, et aussi entre son épouse de l'époque et la victime dans le passé. En fait, c'est le seul élément qui existe. 34 ans plus tôt, avant ce meurtre, la femme de Gilles Tourny, ayant appris que son mari l'avait trompé, va avoir une relation éphémère avec Mourao. D'accord. Très rapidement, ça va cesser. Et on le reproche de ne pas l'avoir dit, alors... L'affaire était oubliée, tout le monde était au courant, personne ne l'ignore dans la famille, c'était une affaire complètement oubliée, ils passaient toutes les fêtes de famille ensemble, les fêtes de Noël, les jours de l'an, et c'est pas un véritable mobile, c'est irrationnel, c'est une construction intellectuelle de l'officier de police judiciaire. Alors, Sylvain Cormier, il y a un autre élément. Cet homme a été abattu de 6 balles, je crois. 4 balles, pardon. 2 tirées de l'extérieur, 2 qui l'ont véritablement exécuté. Or, les Tourny n'ont rien entendu. Alors, question.
Mais en fait, personne n'a rien entendu. C'est aucun autre. Il y a eu une enquête de voisinage et tous les voisins disent on n'a rien entendu. Alors il y avait peut-être un silencieux, on ne sait pas. C'est possible, Ouais. c'est possible. Mais c'est vraiment l'illustration de cette enquête. Les gendarmes disent ils ont rien entendu, ils mentent. Ouais, Pourtant, les autres bien sûr. voisins n'ont rien entendu non plus. Ouais. Mais bon, vous êtes l'avocat de Gilles Tourny, mais faites-vous un peu l'avocat du diable aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments gênants pour lui? Ce Oui. sont pas des éléments gênants, mais Oui. c'est ce qui est invoqué contre lui. Quand dans le son que vous avez passé, il dit les sœurs m'appellent pour dire voilà, on n'a pas de Oui, nouvelles on de l'a pas Fernando. vu, il est pas venu Va voir voir son ce qui gars. se passe, ce qu'il fait. Oui. Et alors, il y a un coup, il va dire j'ai appelé le 15, et un coup il dit j'ai appelé le 18. Et alors l'enquêteur se dit s'il a appelé la police, les services de police et pas les pompiers, c'est qu'il savait qu'il était mort. S'il savait qu'il était mort, c'est qu'il l'avait tué. Et on a fait un déplacement sur les lieux pour savoir si le jour J, il avait dit le 15 ou le 18, pour vous donner une idée. Ouais. Et le Parce pauvre que- vieux, je crois qu'il se rappelle plus trop aujourd'hui. Par ailleurs, quand même, les services d'enquête ont fait un test. Je reviens là à mon histoire de coups de feu. Ils ont tiré des coups de feu dans la maison et devant la maison pour vérifier qu'on les entendait dans le quartier. On les entendait. Sauf que quelle est l'explication? C'est soit un silencieux, soit tout le monde regarde la télé avec un volume. Moi, je pense qu'il y a très eu fort. il est très probable. Parce que c'est un village très tranquille, non? C'est Oui. quoi, 2000 habitants? Oui, Châteaubriand, c'est tout petit. ouais. Et il est probable qu'il y ait eu un silencieux, et ce sont des étrangers qui ont tiré, puisqu'ils tirent de l'extérieur. Oui. Ce sont pas des proches de Fernando qui auraient pu rentrer dans le domicile et commettre le crime. Ouais. Donc ce sont des gens qui ont tiré de l'extérieur et à mon avis qui ont pris des précautions. C'est tout à fait plausible. Et maître Juliette Chapelle, donc j'imagine que les frères et sœurs de la victime connaissaient bien sa maison, quoi. Et on dit que certains enquêteurs auraient été amenés, moi je ne connais pas le dossier, bien sûr, je ne connais que les articles de presse qui ont été publiés sur le sujet, mais il semble que certains enquêteurs auraient pensé qu'on avait voulu maquiller en scène de cambriolage ce qui n'en était pas un, parce que, soi-disant, rien n'aurait disparu. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que les proches de la victime confirment que rien n'a été volé? Alors en effet, rien n'a été volé et on a retrouvé la maison sans dessus-dessous. Ouais. Ce qui pose la question de... il faut voir Gilles Tourny physiquement. Est-ce que Gilles Tourny avait la capacité physique de renverser tous les meubles? Et c'était des meubles anciens, lourds. Donc on imagine que ça n'a pas dû être facile. Et il s'est passé 2 jours entre l'heure du crime supposé et la découverte du corps. Oui, il s'est passé 2 jours. Et le fait qu'il habite tout près a dû donc aussi faire penser à certains enquêteurs qu'il avait du temps pour maquiller la scène de crime, si c'était le cas. Éventuellement, mais encore une fois, cette hypothèse en tout cas n'a pas été évoquée. Mais bon, c'est une construction. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'il y a contre Gilles Tourny. C'est une construction très intellectuelle, avec beaucoup de si. Alors, maintenant, la question que tout le monde doit se poser, mais je vais la poser dans un instant à tous mes invités, c'est qu'est-ce qu'il faut vraiment dans un dossier criminel pour envoyer quelqu'un devant une cour d'assises? Et puis, quelles sont éventuellement les pistes, en dehors de celles qui ont été signalées par Roger-Marc Moreau tout à l'heure, à suivre? Comment devrait se poursuivre l'enquête si on considérait brutalement que Gilles Tourny, c'était une mauvaise piste? On va vous tenter de répondre à ces questions dans un instant. 20h, 21h, L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Faire. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Alors, dans une émission comme celle-là, il faut absolument donner la parole à tout le monde, puisque nous ne roulons pour personne, comme on dit. Ici, on expose les faits, on pose les questions, on essaye de voir la lueur au bout du tunnel. Qu'est-ce qui peut se passer? On sait que Gilles Tourny, c'est à la justice maintenant de décider s'il va être envoyé ou pas devant une cour d'assises. On va parler de ce qu'il faut pour ça dans un dossier criminel dans un instant. Quelles sont les autres pistes éventuellement à creuser qui n'auraient pas été exploitées? Mais je voudrais qu'on écoute aussi les confrères, le confrère en tout cas, un confrère de Maître Chapelle, parce que il y a plusieurs avocats de la partie civile. Je dis tout de suite que Maître Karine Berton
Elle ne tient pas à s'exprimer, elle attend. Elle nous a fait savoir qu'elle attendait, mais on lui a proposé évidemment de participer à l'émission, qu'elle attendait donc en fait la décision de la justice pour s'exprimer, donc on n'entendra pas ce soir. Maintenant, écoutons maître Eugène Bangoura, donc l'avocat d'un autre frère et d'une sœur de Fernando Mourão, la victime, toujours au micro du reporter de Charles de Luyermoz, le reporter de l'heure du crime. Il précise ce qu'il pense sur la fragilité ou la lourdeur des éléments recueillis par les enquêteurs. L'information a permis aussi de mettre en évidence l'existence de relations croisées, si j'ose dire, entre le couple Tourny et l'ancien couple que formait monsieur Mourão et son épouse. Et cette circonstance avait été effectivement cachée aux gendarmes, ce qui les a beaucoup étonnés. On sait aussi que la scène de crime a été maquillée pour faire croire en quelque sorte à un cambriolage. On sait aussi que la voiture de monsieur Mourão a été cachée dans son garage après avoir été nettoyée au point qu'on n'y retrouve absolument plus rien, plus aucune trace, même pas la trace du passage de son propriétaire. Et pour tout ça, il faut disposer de temps. Ça peut pas être un meurtrier de passage. Donc voilà, il y a une série d'indices qui interpellent sur le positionnement de monsieur Tourny, d'autant que lorsqu'il est interrogé, ses réponses ne sont pas toujours très claires. D'accord, donc des indices qui sont suffisants pour mettre en cause monsieur Tourny dans cette affaire. En tout cas, pour s'interroger sur une éventuelle participation de sa part. Donc vous êtes l'avocat du frère et de la sœur de monsieur Mourão. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils croient, eux, en la culpabilité de monsieur Tourny? Ils sont, dans l'ensemble, très surpris de l'éventuelle implication de monsieur Tourny. C'était quelqu'un qu'ils connaissaient bien, avec lequel ils entretenaient, pour certains, des relations amicales, pour d'autres même des relations familiales. Ce sont des relations qui sont anciennes, établies dans le temps. Après le décès de monsieur Mourão, monsieur Tourny était très présent au soutien de la famille, et pour cette famille, ça reste très compliqué d'envisager monsieur Tourny comme pouvant être l'auteur de ces faits. Cela dit, ils ont, eux, le souci de ce que l'auteur de ce meurtre soit arrêté et jugé. Et si c'est monsieur Tourny, eh bien, peu importe les relations qu'ils avaient antérieurement, monsieur Tourny devra comparaître et être jugé pour ce meurtre. Voilà, donc ça, le point de vue de l'autre avocat des parties civiles, d'un autre des avocats des parties civiles. Alors, Maître Cormier, maintenant parlons de cette attente d'une décision de justice. Évidemment, le temps de la justice n'est pas le temps ni des médias, ni même peut-être des avocats. Vous pensez que la justice va prendre une décision quand et sur quelle base ? C'est très difficile à dire. D'abord parce que le juge d'instruction a changé et qu'on n'a pas vraiment de lisibilité sur l'opinion du nouveau magistrat. Peut-être va-t-elle continuer dans la lignée de son prédécesseur, ou peut-être pas du tout. Parfois, mais là, tous les éléments ont été réunis. Enfin, on a une indication comme quoi l'instruction elle est bouclée, non ? Alors c'est ce que j'avais cru retenir. C'est ce que ce nouveau juge d'instruction nous a fait savoir, que pour elle l'enquête était terminée, ce qui nous a, je crois, tous beaucoup surpris. Je parle au nom de beaucoup d'avocats dans ce dossier. Et vous pouvez demander des actes en tant qu'avocat d'instruction ? Oui, alors il y a deux attitudes. Parfois, on défend des justiciables qui disent « Moi, écoutez, je me fais oublier et puis j'attends un non-lieu et voilà ». Mais Gilles Tourny, c'est pas ça son combat. Gilles, évidemment, il veut être innocenté, mais il veut être innocenté sans l'ombre d'un doute. Et il veut aussi qu'on trouve celui qui a tué son ami, un membre de sa famille. Et vraiment, il veut qu'on essaye jusqu'au bout de voir ce qu'on peut faire pour que le juge d'instruction reprenne cette enquête à fond. Mais alors, parlons clairement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dans un dossier criminel pour renvoyer de façon quasiment automatique quelqu'un devant une cour d'assises ? Parce que est-ce que l'existence ou l'inexistence de preuves matérielles confondantes est suffisante ou nécessaire parce que finalement la justice elle juge aussi selon l'intime conviction en cour d'assises des jurés d'assises. C'est vrai, mais l'intime conviction a une définition très précise qu'on oublie souvent, c'est l'analyse rationnelle des preuves ramenées par l'accusation. C'est-à-dire qu'il y a une gradation de l'indice
grave ou concordant qui peut suffire à une mise en examen, on arrive sur, lorsqu'il faut décider d'un renvoi devant une cour d'assises, est-ce qu'il y a des charges suffisantes, il faut que la preuve ait augmenté, on va dire en gamme d'une certaine manière, elle soit plus solide. Et enfin, pour une condamnation, ce qu'on attend, c'est des preuves, des preuves fiables. Là, pour l'instant, tout est construit autour d'hypothèses, de supputations, vraiment, des constructions intellectuelles, comme a dit mon confrère Juliette Chapelle. Donc là, on attend et la réponse de la justice pourrait intervenir. Eh ben nous, on a lancé un message au juge d'instruction qui en substance lui dit, s'il vous plaît, reprenez ce dossier, reprenez à fond, réétudiez les embryons de pistes qui ont été abandonnés très vite, comme l'a dit Roger-Marc Moreau. Ouais, mais on va y revenir dans un petit instant. Et on a eu une réponse qui était, ça ne m'intéresse pas tellement, et on a fait appel. D'accord, très bien. Voilà. Alors, on fait une pause, la dernière dans l'émission, et après, avec Roger-Marc Moreau, et vous deux, bien sûr, les avocats, on va revenir tranquillement sur comment vous voyez cette conférence de presse de demain, qui elle s'adresse, pourquoi est-ce qu'elle est organisée tout près de Châteaumeillan, à la salle des fêtes, je crois, du village voisin. On en parle dans un instant. L'heure du crime sur RTL. Sur Renault.fr. We don't need to know the way.
l'irremplaçable Tina Turner, grand succès de l'année 1985. Jusqu'à 21h sur RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime. Et nous sommes avec les invités de l'heure du crime, maître Sylvain Cormier du barreau de Lyon, avocat de Gilles Tourny, maître Juliette Chapelle du barreau de Paris, avocate d'une partie des parties civiles, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle représente 4 des 6 frères et sœurs de la victime. Et puis Roger-Marc Moreau, donc le criminaliste qui, lui, se bat, je sais pas, on va pas parler de croisade, mais enfin, vous soutenez les justiciables qui considèrent que ils ont été victimes de dysfonctionnement de l'institution judiciaire, ce qui est le cas évidemment de Gilles Tourny, quoi. Là, c'est ce que l'on craint, c'est ce que je crains. Bon, alors vous pour travailler, lorsque on fait appel à vous, Roger-Marc Moreau, vous reprenez évidemment le dossier, vous discutez avec tout le monde, avec Gilles Tourny, j'imagine, avec son avocat, les avocats de la partie civile. Il y a des choses qui n'ont pas été. Vous avez commencé tout à l'heure par dire, bon, il y a des pistes certainement à reprendre ou qui n'ont pas été vraiment exploitées comme il faudrait. Qu'est-ce qu'il y a comme piste Tout d'abord, moi, j'ai pas d'a priori lorsque je reprends un dossier et je cherche vraiment à faire la manifestation de la vérité. C'est la vérité que je recherche. C'est pour ça que je ne suis finalement ni d'un côté ni de l'autre et je m'entends très bien à la fois avec les parties civiles, à la fois avec la défense. Ouais. Car les deux ont le même objectif, connaître la vérité. Et c'est vrai qu'il y a des éléments qui n'ont pas du tout été exploités. D'abord, il y avait un contentieux important parce que la victime avait une liaison avec une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, qui avait un compagnon qui était une personne issue des gens du voyage. Or, il avait eu un enfant avec cette femme. Et brutalement, il a décidé de reconnaître l'enfant, voulant récupérer à la fois l'enfant et peut-être la femme. Et ça n'a pas plu, bien évidemment, à son compagnon, lequel a menacé de mort, devant même des avocats, la victime. Et lorsqu'on dit on a retourné toute la maison, mais est-ce que c'était pas pour retrouver les documents, parce qu'il avait engagé une procédure en reconnaissance de paternité. D'accord. Enfin, si vous citez cet événement, c'est qu'il a été pris en compte dans l'enquête. De toute façon, sinon on ne le saurait pas. Mais elle était prise en compte sans lettre, parce que cet homme donc n'a pas d'alibi. C'est à cette histoire que vous faisiez allusion tout à l'heure au début de l'émission, en disant que c'était quelqu'un connu des services de police, machin, etc. Alors maintenant, il y a encore autre chose. Il y a une question, j'ai vu ça dans les articles de presse. Ce qui a étonné beaucoup de gens, c'était que la voiture soit dans le garage. Alors là, je m'adresse à Juliette Chapelle. Les proches ont dû vous dire... tiens, c'est étonnant, pourquoi il mettait pas sa voiture dans le garage, Fernando ? Alors, il avait pas l'habitude de la mettre dans le garage, sauf quand il partait. Donc c'était principalement pas sinon dans le garage, mais sinon elle était devant. Mais je suis pas sûre que ce soit l'élément essentiel de ce dossier. Oui, mais Tourny va dire, parce qu'on va lui reprocher, comment il n'y avait pas la voiture de votre ami et vous n'êtes pas allé vous prendre de ses nouvelles. C'est Maître Cormier. Oui, on va lui dire ça, sauf que son ami lui dit, moi je dois monter sur Paris, je dois partir quelques jours. Donc il était persuadé qu'il était parti. Ça collait. Ouais. Alors demain, comment ça se passe cette conférence de presse alors ? Alors c'est une conférence de presse simplement pour alerter, pour dire voilà, on craint qu'il y ait une erreur judiciaire. On en a vu d'autres dans d'autres affaires et par conséquent, on veut absolument une prise de conscience. D'abord, c'est organisé par une association qui s'est spontanément formée lorsqu'ils ont vu que Gilles Tourny, qui est bien connu, des paisibles retraités, que personne ne peut soupçonner réellement, puisqu'on les connaissent bien, eh bien, personne ne les soupçonne, et donc spontanément, la population a formé une association de soutien depuis le début. Et ces gens vont venir nombreux demain et veulent entendre les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, un agent de recherche privée qui a fait une enquête également sur le terrain, Marc Eterno, va être également présent et il va donner les résultats de ses investigations. D'accord. Et donc, à la salle des fêtes du village d'à côté, donc, Saint-Jean-Vrin. C'est ça. Maître Cormier. Absolument. Vous serez là, donc évidemment. Je serai là, oui. Maître Chapelle, vous serez là également. Serai là.
il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui vous chiffonne dans cette histoire? Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'on va beaucoup s'attarder sur cette relation adultérine croisée entre les Tourny et les Mourao, en reprochant justement aux Tourny de ne pas l'avoir révélé. Mais même les frères et sœurs de Fernando avaient oublié, n'en ont jamais fait part aux gendarmes de cette relation. Donc je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de tout ça et remettre tout à plat. Et c'est ce qu'on espère, en tout cas mes clients, c'est ce qu'ils espèrent avec la reprise de l'instruction. Très bien, moi je pense que il n'y a rien d'autre à ajouter, à moins que je fais le dernier tour de table. La presse, évidemment, sera présente à cette conférence de presse à Saint-Jean-Vrain, bien sûr. Et Gilles Tourny, lui, alors si peut-être on peut, puisqu'il reste encore 20 secondes, là, lui... il n'est plus assigné à résidence ailleurs il a l'autorisation de revenir à Châteaumeillan. Oui, ça y est. Il sera là. Alors, ça va être compliqué parce qu'il doit croiser personne. Donc, moi, je vais demander de rester un petit peu à l'écart. Bon, mais je serai là pour le représenter et dire que nous non plus, nous ne voulons pas que ce dossier s'éteigne comme ça. Merci beaucoup de cette ultime précision. L'émission est maintenant terminée.